bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origine et fondement des monarchies européennes. Les monarchies européennes trouvent leurs racines dans des périodes tumultueuses où les territoires étaient fragmentés et soumis à des forces diverses. Au haut Moyen Âge, après la chute de l'Empire romain, les difficultés d'assurer la stabilité ont conduit à l'émergence de chefs capables de rassembler des peuples et d'imposer leur autorité sur de larges régions. Ces premiers dirigeants ont souvent combiné des rôles militaires et religieux pour renforcer leur légitimité et construire les bases d'un pouvoir durable. Le royaume franc constitue un exemple pertinent de cette dynamique. Clovis, roi des Francs saliens à la fin du 5e siècle, a consolidé son pouvoir en unifiant plusieurs tribus franques et en embrassant le christianisme. Cette conversion a non seulement légitimé son autorité auprès de ses sujets, mais aussi ouvert la voie à un partenariat étroit avec l'Église catholique. Cette alliance a favorisé la centralisation du pouvoir et la création d'une dynastie capable de s'imposer dans une large partie de l'Europe occidentale. Simultanément, dans les terres germaniques, d'autres royaumes incarnèrent des réalités parallèles. Les royaumes lombards en Italie, fondés au cours du VIe siècle, illustrent une organisation politique où les élites militaires jouaient un rôle fondamental dans la définition des frontières et dans la relation avec l'Église. Malgré une certaine fragmentation, ces royaumes apparaissent comme des entités structurées ayant développé des institutions capables de survivre à des pressions extérieures prolongées. Plus à l'est, l'Empire byzantin, héritier direct de Rome, offrait un modèle contrasté. Le pouvoir impérial reposait sur une administration sophistiquée et un droit codifié, tout en conservant des caractéristiques monarchiques fortes. L'influence byzantine sur les royaumes européens occidentaux fut profonde, notamment par la transmission de traditions juridiques et religieuses qui allèrent façonner les systèmes de gouvernance émergents. Par ailleurs, la naissance des royaumes anglo-saxons en Angleterre au cours du même haut Moyen Âge manifeste une autre forme de consolidation politique. Ces royaumes, issus de la fusion de différents peuples germaniques, ont progressivement élaboré des structures de pouvoir capables de résister aux invasions. Cette résistance a également engendré un sentiment d'identité collective important, élément essentiel pour la formation d'une monarchie stable. La puissance des monarques médiévaux ne se limitait pas à la simple gouvernance territoriale. Elle découle aussi d'une maîtrise subtile des réseaux sociaux et religieux. La légitimité royale souvent s'appuyait sur la notion de droit divin, associant la royauté à un mandat céleste. Cela permettait aux souverains d'imposer des règles et des lois avec l'appui de l'Église, renforçant ainsi leur autorité face aux nobles et aux communautés locales. Les liens entre pouvoir royal et féodalité étaient également essentiels. Les princes et seigneurs dépendèrent du monarque pour la reconnaissance de leurs droits, tout en lui prêtant hommage et service. Ce système de réciprocité a permis la création d'une hiérarchie sociale stable et l'organisation des forces militaires indispensables à la défense et à l'expansion des territoires. À travers toute l'Europe, différentes dynasties ont connu des fortunes diverses, mais elles partageaient cette volonté de centralisation progressive, nécessaire pour affirmer le contrôle sur des régions souvent vastes et hétérogènes. Cette centralisation, bien que souvent contestée, a donné naissance aux premières formes rapprochées de monarchie moderne, où le pouvoir exécutif s'est structuré autour d'une figure unique. Sous Charlemagne, au 8e siècle, cette évolution connaît un tournant majeur. Le couronnement impérial par le pape symbolise la fusion du pouvoir religieux et politique sur un vaste ensemble territorial. Cet événement marque la renaissance d'un idéal impérial en Occident, reprenant des éléments du passé romain tout en s'adaptant aux réalités féodales du moment. Les structures administratives mises en place par Charlemagne, notamment les missi dominici, représentants itinérants du souverain, témoignent d'une volonté d'assurer un contrôle direct et régulier sur les provinces. Ces innovations ont contribué à renforcer l'idée d'un pouvoir central, capable de surveiller et de réguler les actions des élites locales. Pourtant, après la mort de cet empereur, les divisions territoriales et les conflits dynastiques ont souvent fragilisé ce royaume. La fragmentation
ne signifiait néanmoins pas l'effondrement total des institutions. Bien au contraire, ces périodes ont servi à adapter les systèmes politiques aux réalités locales et à préparer la transition vers des formes nouvelles et durables de gouvernement monarchique. La diffusion du christianisme a aussi joué un rôle crucial dans l'unification culturelle et politique. Les monastères et évêchés ont servi de centres de savoir et d'administration, contribuant à l'émergence d'une identité commune et à la transmission des lois. L'alliance entre souverains et clergés a ainsi été un moteur essentiel dans le développement des monarchies européennes. À la fin du premier millénaire, l'Europe occidentale est devenue un patchwork de royaumes encore fragiles mais en voie de consolidation. Ces monarchies, bien que diverses, partagent une histoire commune. Elles ont toutes dû négocier entre forces militaires, alliances stratégiques et légitimité religieuse pour asseoir leur pouvoir. L'étude de ces origines offre une compréhension profonde des mécanismes politiques et sociaux ayant conduit à l'émergence des États européens. Elle illustre également comment la construction du pouvoir monarchique repose sur une combinaison complexe de facteurs culturels, religieux et militaires. Ainsi, la genèse des monarchies majeures en Europe s'inscrit dans un processus continu de renforcement et d'adaptation qui a posé les fondations d'un ordre stable. Ce cadre a permis aux souverains de mieux gérer leurs ressources, d'imposer leur volonté et de préparer une organisation politique plus intégrée. Cette analyse ouvre la voie à l'exploration ultérieure des figures emblématiques qui ont su, au fil des siècles, faire évoluer ces monarchies vers des formes de gouvernement encore plus structurées et influentes. La continuité de ce récit fournit un aperçu essentiel des dynamiques qui ont façonné l'histoire européenne et ses institutions. En poursuivant notre investigation, il sera possible de comprendre comment ces premiers éléments se sont transformés en monarchies puissantes, influençant profondément le destin du continent dans les périodes suivantes. La transition vers ces nouvelles phases s'inscrit naturellement dans la progression de ce parcours historique. Charlemagne et l'unification de l'Occident. Charlemagne, connu aussi sous le nom de Charles le Grand, demeure l'une des figures les plus marquantes de l'histoire médiévale européenne. Né au milieu du 8e siècle, précisément en 742, il est devenu roi des Francs à la mort de son père en 772. Son règne s'étend sur plusieurs décennies, durant lesquelles il a réussi à unir une grande partie de l'Europe occidentale, jetant ainsi les bases d'une organisation politique et culturelle qui influencera profondément les siècles suivants. Son empire, souvent qualifié d'empire carolingien, représentait une tentative ambitieuse de rassembler sous un même pouvoir divers peuples et territoires, unissant des cultures différentes par le biais d'une administration structurée. Le contexte historique de son accession au pouvoir était complexe. La dynastie carolingienne héritait d'un royaume franc déjà puissant, mais encore marqué par des divisions internes et des menaces extérieures constantes. Dès le début de son règne, Charlemagne s'est attaché à renforcer son autorité, tant par des campagnes militaires que par des réformes internes. Ces guerres contre les Saxons, qui durèrent plus d'une décennie, sont exemplaires de sa volonté d'étendre et de solidifier son territoire. Ces conflits, parfois longs et violents, aboutirent à la conversion forcée au christianisme des populations saxonnes. Un aspect qui témoigne de l'importance qu'il accordait à l'unification religieuse comme facteur d'unité politique. Au-delà de la guerre, Charlemagne mit en place une administration innovante pour son époque. Il organisa son empire en provinces appelées comtés, confiées à des fonctionnaires, les comtes, chargés de représenter l'autorité royale sur le terrain. Pour contrôler ses représentants et éviter les abus, il nomma également des inspecteurs appelés missi dominici, qui circulaient régulièrement pour superviser l'application des lois et la gestion des territoires. Cette organisation administrative rigoureuse permit un contrôle efficace sur un territoire vaste et hétérogène et établit un modèle de gouvernance dont les structures inspireront plus tard les monarchies européennes. Sur le plan culturel, Charlemagne fut un mécène attentif. Sa cour devint un centre de renaissance intellectuelle, souvent appelé Renaissance carolingienne. Il encouragea la copie et la préservation des manuscrits antiques, suscita un intérêt renouvelé pour l'éducation et le savoir. Sous son règne, on assista à la création d'écoles monastiques et à l'émergence d'un style d'écriture appelé minuscule caroline, qui facilitait la lecture et la diffusion des textes. Ce développement culturel favorisa la consolidation d'une identité européenne naissante,
basée sur le christianisme et la culture classique héritée de l'Antiquité. La reconnaissance de Charlemagne par le pape Léon III en l'an 804 couronna ce roi d'un titre symbolique devenu célèbre, celui d'empereur des Romains. Cette consécration établit un lien nouveau entre la papauté et le pouvoir temporel, marquant une première étape vers la relation complexe entre l'Église et les États européens. Ce geste du pape officialisa l'idée d'un empire chrétien en Occident, distinct de l'empire byzantin à l'Est, renforçant la position du pouvoir carolingien comme héritier politique de l'Empire romain. L'héritage de Charlemagne est multiple. Sur le plan politique, il introduisit une forme de gouvernement centralisé qui permit une cohésion remarquable pour l'époque. Son empire, bien que morcelé après sa mort survenue en 845, laissa un modèle inspirant pour les générations futures. La notion d'empire chrétien occidental acquit une légitimité qui influença fortement les structures monarchiques et impériales du Haut Moyen-Âge et au-delà. La frontière politique de son royaume servit aussi de référence dans les conflits territoriaux ultérieurs. Sur le plan religieux, Charlemagne renforça l'Église en Occident, soutenant la réforme monastique et renforçant le rôle du clergé dans l'administration et la diffusion de la foi. Il participa à la formation d'un monde où la religion et le pouvoir politique s'entremêlaient étroitement. Sa domination permit également la diffusion du christianisme dans des régions jusque-là périphériques ou païennes, comme en Germanie, ce qui transforma profondément le paysage religieux et culturel de l'Europe. Il importe de mentionner que certains récits postérieurs ont enjolivé ou exagéré certains aspects de son règne. Des légendes et mythes ont circulé, présentant Charlemagne comme un héros quasi divin, capable de prouesses extraordinaires. Cependant, les sources historiques plus rigoureuses montrent un personnage complexe, pragmatique et souvent sévère. Conscient des défis que représentait le gouvernement d'un empire vaste et diversifié. La dimension humaine de son règne se manifeste dans ses efforts continus pour concilier autorité, justice et maintien de la paix. Les réformes administratives mises en place par Charlemagne montrèrent une compréhension avancée des exigences d'un gouvernement efficace. En déléguant des responsabilités tout en assurant un contrôle strict, il créa une structure capable de s'adapter aux réalités locales tout en maintenant l'unité de l'ensemble. Ce système permit également de garantir la transmission de l'autorité royale et de stabiliser les relations entre le centre et la périphérie du royaume. Politiquement, Charlemagne réussit à forger une alliance stable avec la papauté, qui synthétisa des pouvoirs religieux et laïques. Ce partenariat fut décisif pour légitimer son règne et assurer une reconnaissance morale essentielle. Cette alliance servit de fondement pour les relations entre Église et États européens qui perdurèrent jusqu'à nos jours sous différentes formes. L'importance de Charlemagne se mesure aussi dans sa capacité à combiner conquête militaire et administration pacifique. Il sut consolider son empire en implantant des structures durables qui allaient influencer les gouvernements futurs. Sa vision d'un empire fort mais juste, fondé sur la foi chrétienne et le respect de la loi, inspira de nombreux souverains qui lui succédèrent. La Renaissance carolingienne, sous son impulsion, traduisit cette volonté de redonner vigueur aux savoirs anciens adaptés aux besoins de son temps. La diffusion de ces connaissances permit à l'Europe de se préparer à la transition vers des modes de pensée plus complexes et une culture plus structurée. Ce mouvement, même s'il fut limité dans le temps, eut une portée significative dans le développement intellectuel européen. La fin de son règne, marquée par une succession organisée, tenta de préserver l'unité de l'Empire. Toutefois, les divisions territoriales opérées par ses héritiers menèrent à une fragmentation progressive qui mit fin à l'unification politique réalisée. Malgré cette dispersion, le souvenir de son règne continua de porter une idée d'unité européenne reconstruite autour de valeurs communes. Ainsi, Charlemagne apparaît comme un pivot essentiel de l'histoire européenne. Son action politique, administrative et culturelle a profondément modelé le Moyen-Âge. Par sa force, sa vision et son pragmatisme, il a su créer un empire qui franchit les limites géographiques et temporelles, devenant une référence incontournable pour comprendre la construction des États européens. Son héritage, bien que modifié au cours des siècles, reste une source précieuse pour la réflexion sur le pouvoir, la culture et la société. Ce passé, riche d'enseignements,
prépare naturellement à l'examen des figures qui ont poursuivi et transformé ces héritages impériaux, à travers des dynasties et des territoires divers. La continuité et les ruptures de l'histoire des monarchies européennes offrent ainsi un cadre où le rôle de chaque souverain s'inscrit comme une étape dans une évolution longue et complexe. C'est donc avec cette perspective que l'on peut maintenant aborder les souverains qui ont suivi Charlemagne, portant leur propre marque sur un continent en perpétuelle transformation. Les Capétiens et la construction de la France. La dynastie capétienne marque une période fondatrice dans l'histoire de la France, caractérisée par l'émergence progressive d'un pouvoir royal centralisé et durable. Dès l'an 1000, lorsque Hugues Capet accède au trône, la France est morcelée en une mosaïque de seigneuries aux autonomies fortes. Sa couronne s'appuie sur une faible assise territoriale, principalement autour de la région parisienne. Pourtant, à travers plusieurs siècles, ses descendants bâtiront un État solide grâce à une stratégie patiente et une série d'institutions novatrices. L'ascension des Capétiens illustre la capacité à imposer une légitimité dynastique face à la concurrence féodale. Le roi Hugues choisit de définir la succession par la loi salique, assurant la transmission héréditaire de la couronne à ses descendants masculins. Cette règle réduit les conflits internes et stabilise la continuité politique. Son fils, Robert II, renforce l'autorité royale en multipliant les cérémonies publiques, contribuant à forger l'image sacrée du monarque. Cette symbolique participera plus tard à l'autorité morale indispensable au contrôle du royaume. À mesure que les Capétiens s'imposent, ils développent aussi l'administration de leur domaine direct. Philippe Ier et surtout Philippe II Auguste entreprennent une organisation systématique des institutions. Philippe Auguste étend considérablement les territoires royaux, conquérant en particulier la Normandie et l'Île-de-France. Il réforme la justice en instituant des baillis chargés de représenter l'ordre royal et de rendre la loi, instaurant ainsi un premier réseau administratif permanent. Ces mesures marquent une transition claire vers l'État médiéval moderne, où le roi n'est plus simplement un seigneur parmi d'autres, mais le pivot d'un système hiérarchique. La centralisation du pouvoir se manifeste également par la création d'organes spécialisés. Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, déploie un appareil judiciaire performant, notamment avec la mise en place de la Chambre des comptes et l'officialisation du Parlement de Paris. Ces institutions jouent un rôle crucial dans la collecte des impôts, la gestion des finances et le règlement des litiges. L'usage du français en lieu et place du latin dans les actes royaux contribue aussi à une unification culturelle, facilitant la compréhension par les sujets et favorisant le sentiment d'appartenance à un même royaume. Sous le règne de Philippe le Bel, la monarchie capétienne atteint un sommet dans sa capacité à imposer son autorité sur le clergé et la noblesse. En confisquant les biens des Templiers et en soumettant l'Église à la fiscalité royale, il démontre que la puissance royale prime sur toutes les forces concurrentes à l'intérieur du royaume. Le transfert du pape en Avignon pendant une période prolongée rebat les cartes du pouvoir spirituel en France, renforçant la prééminence du roi sur les affaires ecclésiastiques nationales. L'héritage des Capétiens directs est une France progressivement unie, dont les contours se précisent autour du domaine royal et de ses institutions. Ce processus ne fut ni rapide ni exempt de conflits, mais la succession patiente de règnes a posé les bases d'un État capable de surmonter les rivalités féodales grâce à une administration stable et une légitimité renforcée. La centralisation obtenue dès le début du second millénaire ouvre la voie à l'expansion politique et culturelle qui caractérisera la France des siècles suivants. Cette consolidation du pouvoir royal prépare aussi le contexte des tensions avec d'autres grandes dynasties européennes, notamment les Plantagenets en Angleterre. Les capacités des Capétiens à mobiliser des ressources et à asseoir leur domination territoriale contribuent à affirmer la France comme une puissance en formation. Par son système juridique, administratif et politique, la monarchie capétienne propose un modèle novateur de gouvernement que reprendront par la suite les rois valois puis bourbons. Les pratiques instaurées par ces souverains mettent en place un cadre durable, capable d'évoluer sans céder à la fragmentation. En renforçant les liens entre la couronne et les différentes couches de la société, ils instaurent une administration pragmatique, s'appuyant sur des fonctionnaires royaux, souvent issus de la bourgeoisie naissante. Cette nouvelle classe joue un rôle important dans la stabilité et l'efficacité du pouvoir central,
au détriment de l'aristocratie traditionnelle parfois rétive. En définitive, les Capétiens contribuent à forger l'identité politique de la France. Leur règne marque la transition entre un Moyen-Âge marqué par la féodalité et un État monarchique en devenir. Les structures qu'ils instaurent permettent aux institutions françaises de survivre aux crises et aux guerres, notamment celle de 100 ans qui suit ce premier âge capétien. La dynastie s'impose ainsi comme un pilier essentiel de la construction nationale et de la pérennisation du pouvoir royal. Alors que le temps avance, les héritiers capétiens, notamment ceux des branches secondaires qui succéderont aux Capétiens directs, continueront d'exploiter les bases solides posées par leurs prédécesseurs. Ils développeront les moyens militaires, religieux et politiques indispensables à l'affirmation de la monarchie absolue. Ce long chemin aboutira à une France dont la cohésion interne et l'influence européenne seront largement accrues, fruit d'une évolution commencée aux origines modestes de la dynastie capétienne. Ainsi se dessine une trajectoire claire dans l'histoire européenne, où la construction de l'État moderne s'appuie sur des dynasties capables de conjuguer tradition et innovation administrative. La France, grâce à la maison capétienne, offre un exemple remarquable de cette évolution. Dans ce cadre, il devient possible d'aborder ensuite les figures emblématiques qui ont inscrit leur nom dans le destin du royaume, avec des stratégies adaptées à un monde en changement constant. C'est vers ces héritiers et les défis qui les attendent que nous tournerons notre attention pour la suite de ce parcours historique. Guillaume le Conquérant et la dynastie normande en Angleterre. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, est une figure majeure de l'histoire européenne, dont la conquête de l'Angleterre en l'an 1066 a profondément transformé le paysage politique et social de l'Angleterre médiévale. Cette conquête marque le début d'une nouvelle ère, caractérisée par une réorganisation complète du pouvoir et des structures féodales existantes. Avant son ascension au trône anglais, Guillaume avait consolidé son contrôle sur la Normandie, territoire qu'il gouvernait avec une autorité affirmée. L'invasion de l'Angleterre est le fruit d'un contexte complexe mêlant enjeux dynastiques et alliances variées. Guillaume revendiquait le trône anglais après la mort du roi Édouard le Confesseur, à qui il avait été promis cet héritage, selon certains récits historiques cependant contestés. Cette revendication déclencha une série de conflits qui culminèrent dans la bataille d'Hastings en octobre de l'an 1066. Cette bataille est souvent considérée comme un tournant majeur, non seulement parce qu'elle permit à Guillaume de remporter la couronne anglaise, mais aussi parce qu'elle instaura un changement radical dans l'organisation féodale de l'Angleterre. Suite à sa victoire, Guillaume entreprit de réformer l'administration anglaise en introduisant des structures normandes. Le système de tenure féodale fut réorganisé, avec une répartition précise des terres aux nobles normands qu'il avait soutenus. Cela signifiait un bouleversement profond pour la noblesse anglaise d'origine anglo-saxonne qui perdit une grande partie de ses possessions. Par ailleurs, Guillaume instaura des mesures strictes de contrôle et de surveillance, consolidant son autorité grâce à une administration centralisée en forte opposition avec les pratiques précédentes. Le Domesday Book, rédigé en 1070 et 1071, incarne cette volonté de contrôle minutieux. Ce recensement exhaustif des terres et des ressources de la population anglaise fut un outil essentiel pour l'établissement des impôts et la gestion des terres. Il témoigne de la rigueur administrative et du sens de l'ordre que Guillaume souhaitait imposer, rompant avec la relative autonomie locale qui prévalait au temps des rois anglo-saxons. Ce recensement permit aussi d'affirmer la suprématie du duc normand et d'assurer la pérennité de sa dynastie sur le territoire anglais. La dynastie normande, instaurée par Guillaume, eut des répercussions à long terme sur l'identité culturelle et linguistique de l'Angleterre. L'influence de la langue normande, variante du vieux français, s'intégra progressivement dans la société anglaise, en particulier au sein de la cour et des classes dirigeantes. Cette fusion linguistique et culturelle modifia en profondeur la structure sociale, posant les bases d'une nation aux racines européennes multiples. Les mariages stratégiques et alliances diplomatiques renforcèrent également la position des Normands, qui s'imposèrent durablement dans le paysage politique britannique. Politiquement, l'arrivée des Normands modifia l'équilibre des pouvoirs en Europe occidentale. L'Angleterre devint un centre de pouvoir normand, reliant par des liens dynastiques et politiques la Normandie et d'autres principautés françaises. Cette double identité
engendra des conflits, mais aussi des échanges fructueux, contribuant à la dynamique politique du Moyen Âge. Guillaume lui-même dut jongler avec ses obligations en tant que duc en France et roi d'Angleterre, illustrant la complexité des relations féodales au XIIe siècle. Sur le plan social, la domination normande eut des conséquences notables sur la paysannerie et les classes moyennes. Le système des manoirs, adapté et renforcé sous Guillaume, imposa une discipline plus rigoureuse aux paysans, qui devaient désormais rendre un service plus systématique aux seigneurs normands. Cette organisation accentua le contrôle hiérarchique du territoire, intégrant les campagnes dans un réseau d'obligations précises. Par ailleurs, l'introduction de nouvelles coutumes judiciaires et administratives accentua la centralisation de l'État normand en Angleterre, modifiant durablement les pratiques juridiques locales. La christianisation contracta également un rôle central sous l'autorité de Guillaume. Le roi normand fut un défenseur actif de l'Église, nommant des évêques normands et rénovant les institutions ecclésiastiques. Cette politique religieuse renforça le lien entre le pouvoir temporel et spirituel, consolidant l'autorité royale par la médiation de l'Église. Elle s'inscrivait dans un contexte plus large de réformes religieuses en Europe, où le rôle du souverain s'étendait également à la supervision de la morale et de la justice religieuse. Le système militaire, lui aussi, connut d'importantes évolutions avec l'arrivée des Normands. Ceux-ci introduisirent des techniques et des structures issues des traditions militaires franques, favorisant la construction de châteaux forts pour asseoir leur domination territoriale. Ces fortifications, implantées sur des points stratégiques, permirent de contrôler efficacement les populations locales et d'établir une présence militaire permanente. Elles jouèrent un rôle clé dans le maintien de l'ordre et la défense de leur domaine face aux révoltes ou aux menaces extérieures. La dynastie normande, bien que solidement établie, fut confrontée à des défis constants, notamment des rébellions internes et des tensions avec l'aristocratie anglaise déchue. Guillaume dut faire preuve de fermeté et de pragmatisme pour maintenir son pouvoir, en utilisant à la fois la diplomatie et la force militaire. Son héritage n'est pas seulement celui d'un conquérant, mais aussi d'un administrateur avisé qui réussit à intégrer deux cultures en apparence opposées, forgeant ainsi une nouvelle identité politique pour l'Angleterre. Les conséquences de cette conquête dépassent le cadre strictement national, influençant le développement de l'État moderne en Europe. Le recours à une administration centralisée, l'institutionnalisation de la justice royale et la transformation des relations féodales préfigurèrent des évolutions majeures qui s'étendirent dans les siècles suivants. Guillaume le Conquérant apparaît ainsi comme un pivot historique, incarnant la transition entre les formes de pouvoir médiéval classiques et les structures étatiques plus centralisées que l'Europe connaîtra par la suite. Ce récit, centré sur Guillaume et la dynastie normande, illustre la complexité des interactions entre conquête militaire, réforme politique et évolution sociale. Entre héritage français et intégration anglaise, ces événements illustrent le jeu délicat des dynamiques médiévales, où le pouvoir s'exprime autant par la force que par l'habileté administrative. La grandeur de cette période réside dans cette capacité à structurer des sociétés en pleine mutation, tout en posant les bases d'une civilisation européenne moderne. À présent, ce panorama se prête à une exploration plus approfondie des dynasties et des souverains qui héritèrent de cet héritage, poursuivant ou remaniant ces structures selon les défis de leurs époques respectives. La transition vers la période suivante permettra d'observer comment ces fondations normandes furent consolidées ou contestées, offrant un regard continu sur l'évolution du pouvoir en Europe. La dynastie des Habsbourg est la gestion d'un empire multinational. La maison des Habsbourg a commandé l'histoire européenne pendant plusieurs siècles, incarnant la complexité d'un empire multinational qui s'étendait bien au-delà de ses terres. D'origine, cette dynastie a su maintenir son influence à travers un vaste territoire composé de cultures, langues et traditions différentes, ce qui représentait un défi énorme en matière de gouvernance et de cohésion politique. L'héritage des Habsbourg demeure un exemple fascinant de la manière dont le pouvoir s'est exercé dans un contexte pluriculturel, où chaque région exigeait une attention particulière. L'originalité de cette famille réside dans sa stratégie dynastique, essentiellement fondée sur des alliances matrimoniales habiles. Ces unions n'étaient pas de simples arrangements personnels, mais des instruments cruciaux pour consolider des possessions éloignées. En s'unissant avec des membres d'autres maisons royales,
Les Habsbourg élargissaient leur domaine de manière pacifique, évitant parfois des conflits armés tout en renforçant leur autorité. Ce choix politique s'est avéré décisif pour la gestion d'un empire fragmenté. La diversité de cet empire consistait en plusieurs royaumes, principautés et territoires, chacun doté de ses propres institutions, lois et coutumes. Par exemple, la couronne de Hongrie, les Pays-Bas espagnols, la Bohême ou encore l'archiduché d'Autriche étaient autant de composantes s'inscrivant dans un système politique complexe. Le souverain habsbourgeois devait donc naviguer avec prudence au milieu de ces réalités multiples, en tenant compte des aspirations locales, tout en affirmant son autorité. La gestion administrative se caractérisait par une certaine souplesse, permettant aux élites locales de conserver un degré important d'autonomie. Le pouvoir central ne cherchait pas à uniformiser à tout prix, mais plutôt à instaurer un équilibre fragile. Ce mécanisme favorisait la loyauté des populations, tout en limitant les risques de révolte. Cette stratégie a contribué à la durée exceptionnelle du pouvoir des Habsbourg, malgré les aléas politiques et militaires. La religion jouait également un rôle majeur dans la cohésion de l'empire habsbourgeois. Face aux conflits religieux qui agitèrent l'Europe, notamment la réforme protestante et la contre-réforme catholique, les souverains habsbourgeois ont cherché à imposer la paix religieuse par des compromis et parfois par la coercition. Leur attachement au catholicisme était un facteur d'unité culturelle, mais devait être concilié avec la pluralité des confessions présentes sur leur territoire. Les défis à relever pour affirmer la stabilité se sont manifestés lors de nombreux conflits, qu'ils soient externes ou internes. Les guerres avec l'Empire ottoman, les affrontements avec la France, ainsi que les tensions avec les puissances européennes rivales, ont souvent mis à l'épreuve la capacité des Habsbourg à préserver leur intégrité territoriale. Malgré ces tensions, la dynastie a su adapter ses institutions et maintenir une position centrale en Europe. L'appareil gouvernemental des Habsbourg comprenait des conseils spécialisés et des représentants locaux. Ces organes permettaient un échange constant entre la cour impériale et les administrateurs territoriaux. Ainsi, la prise de décision, bien que centrée sur le souverain, ne fonctionnait pas en autarcie. La communication entre différentes couches du pouvoir favorisait une gestion plus fine des affaires publiques, prenant en compte les contextes régionaux spécifiques. L'importance des langues dans cet empire ne doit pas être sous-estimée. On y parlait le latin, le français, l'allemand, le hongrois, ainsi que de nombreuses langues régionales. Ce plurilinguisme reflétait la richesse culturelle des domaines habsbourgeois, mais compliquait aussi les relations politiques et administratives. La diplomatie comme la communication interne exigeait une maîtrise certaine de ces différences linguistiques pour éviter les malentendus. Les Habsbourg ont également investi dans la culture et les sciences, utilisant leur prestige pour promouvoir des institutions intellectuelles à travers l'Europe. Le mécénat artistique et la fondation d'universités participaient à la construction d'une identité impériale commune. Ces efforts culturels renforçaient la légitimité du pouvoir face aux différentes aristocraties locales souvent jalouses de leur indépendance. L'économie de l'Empire reposait sur une mosaïque d'activités diverses. Certaines régions étaient agricoles, d'autres minières ou commerciales. La gestion efficace des ressources naturelles et des routes commerciales était un autre enjeu majeur. Les Habsbourg comprenaient l'importance de favoriser le développement économique local pour assurer la prospérité de l'ensemble, renforçant ainsi la stabilité politique. Cette capacité à gouverner un empire éclaté fut aussi mise à l'épreuve dans la période moderne, avec l'émergence des États-nations et des idées nouvelles sur la souveraineté. La dynastie a dû composer avec des forces centrifuges, souvent exacerbées par les mouvements nationalistes et les bouleversements sociaux. Ces tensions annonçaient déjà les transformations profondes qui allaient affecter le paysage européen. Cependant, malgré ces difficultés croissantes, les Habsbourg parvinrent souvent à maintenir leur unité grâce à une diplomatie patiente et à une gouvernance adaptable. Leur histoire illustre parfaitement les défis liés à la pluralité ethnique et culturelle d'un vaste empire. Leur exemple est ainsi un témoignage précieux pour comprendre la complexité du pouvoir politique au croisement de traditions diverses et d'intérêts concurrents. En conclusion, la dynastie des Habsbourg représente un modèle singulier de gouvernement multinational. Elle montre comment une famille royale a su mettre en œuvre des stratégies politiques, matrimoniales, administratives et culturelles pour gérer un territoire aux identités multiples.
Cette histoire riche et nuancée éclaire l'évolution des structures impériales qui ont marqué profondément le destin de l'Europe. Poursuivant cette réflexion, on peut maintenant considérer l'influence d'autres grandes figures européennes qui ont façonné leur temps selon des contextes différents, dans une perspective qui enrichit la compréhension globale de la gouvernance continentale. Henri IV et la consolidation de l'État français. Henri IV est l'un des souverains qui ont profondément marqué l'histoire de la France et de l'Europe en général. Son règne, qui commence à la toute fin du XVIe siècle, signifie une étape décisive vers la pacification après une longue période de troubles. Ces troubles, connus sous le nom des guerres de religion, ont divisé le royaume en plusieurs factions opposées, souvent au détriment de la stabilité et du progrès. Henri IV, par son courage politique et son pragmatisme, parvient à instaurer une paix durable en conciliant des intérêts contraires. Cette période est donc synonyme d'une consolidation importante de l'État français. Avant son accession au trône, Henri de Navarre, son nom d'origine, avait déjà acquis réputation de leader habile. Sa conversion au catholicisme, symbole d'un compromis difficile mais nécessaire, marque un tournant dans son rôle de roi. Cette décision, moins dictée par la foi que par la nécessité politique, permet de calmer les esprits dans un pays profondément divisé. La célèbre phrase qu'on lui attribue, selon laquelle il convient que les Français puissent avoir la tête bien faite autant que la foi, illustre bien la volonté de mettre fin aux conflits religieux sans imposer une uniformité dogmatique rigide. Durant son règne, l'une des actions majeures de Henri IV est la promulgation de l'édit de Nantes. Cette mesure législative offre aux protestants des garanties essentielles, notamment en matière de liberté de culte et de possession de places fortes. L'édit représente une expérimentation d'une cohabitation pacifique, bien que fragile, entre catholiques et protestants. Il facilite la réintégration des communautés dissidentes dans le cadre étatique général. Cette avancée juridique contribue non seulement à la paix sociale, mais aussi à une certaine modernisation des relations entre le pouvoir royal et ses sujets. Sur le plan économique, le règne d'Henri IV est marqué par une série de réformes visant à renforcer les finances du royaume. Pendant des décennies, la France avait souffert d'une crise économique exacerbée par les guerres incessantes. Henri IV, avec son ministre Sully, s'efforce de relancer l'agriculture, de simplifier le système fiscal et d'encourager le commerce intérieur. Ces efforts deviennent visibles par une croissance progressive, en particulier dans les campagnes, où le redémarrage de la production agricole permet d'améliorer les conditions matérielles des populations. C'est également l'époque où la France commence à développer un réseau routier plus efficace. À travers ces actions, Henri IV s'engage à asseoir l'autorité royale sur l'ensemble du territoire. La centralisation du pouvoir constitue une réponse directe aux faiblesses apparues durant les guerres de religion, lesquelles avaient donné lieu à une fragmentation politique et à la montée en puissance des seigneurs locaux. En renforçant les institutions du royaume et en limitant les privilèges excessifs de certains groupes, le roi pose les bases d'un État moderne. Cette consolidation politique ne peut cependant pas se faire sans une certaine habileté diplomatique, que le souverain déploie à travers différentes alliances et négociations internationales. Parmi les aspects notables, la restauration de la justice royale sous Henri IV participe à pacifier les régions longtemps troublées. Le rétablissement de l'ordre implique notamment la lutte contre les nobles rebelles et les bandes armées qui proliféraient. L'autorité du roi s'impose progressivement dans les provinces, redonnant confiance aux habitants et stabilisant ainsi la société. Ce processus est lent et demande une patience constante, mais il finit par créer un climat propice au développement culturel et économique, élément essentiel à la pérennité du royaume. La politique religieuse, même si tournée vers la tolérance, reste cependant liée à une posture pragmatique. Henri IV sait que la paix intérieure dépend avant tout d'un équilibre fragile entre convictions divergentes. Il se montre donc prêt à faire des concessions tout en affirmant sa souveraineté. Cet équilibre difficile est rendu possible par une compréhension fine des réalités sociales et par une capacité à anticiper les tensions potentielles. Ainsi, loin d'être un monarque dogmatique, Henri IV apparaît comme un réformateur progressif et un gestionnaire avisé des complexités de son temps. Il est important également de souligner le rôle de Sully, qui est plus qu'un simple conseiller.
Ses talents d'administrateur contribuent largement à la réussite de ce règne envié. Ensemble, ils forment un duo capable de mener à bien des réformes en profondeur, balayant les anciennes structures inefficaces pour donner naissance à une dynamique plus stable et efficace. Sully, par sa rigueur et sa vision, impose un ordre neuf qui profitera durablement au royaume. Leur collaboration illustre combien la consolidation d'un État passe aussi par la qualité et la constance du personnel politique. À travers ses choix stratégiques, Henri IV pose les jalons d'une monarchie absolue, telle qu'on la connaît au siècle suivant. Sa démarche vise à cimenter l'unité du pays et à limiter les dissensions internes qui l'ont fragilisé pendant des décennies. Le roi apparaît alors comme une figure charnière, incarnant la transition entre une France féodale et une France centralisée, capable de faire face aux défis politiques et sociaux du temps moderne. Cette évolution progressive se fait dans le respect des institutions existantes, tout en les adaptant aux nécessités nouvelles. Cependant, il convient de noter que les réalisations d'Henri IV ne sont pas exemptes de critiques ni de contestations. Certains nobles et factions catholiques radicaux voient en lui un roi trop conciliant. De même, malgré l'édit de Nantes, des tensions subsistent, car la paix demeure en réalité fragile et dépendante d'une volonté politique constante. Ces contradictions internes soulignent la complexité de gouverner un pays profondément divisé, mais démontrent aussi l'habileté du monarque à naviguer dans ces eaux troubles. Sa mort prématurée, par un acte tragique, met fin à une période pourtant porteuse d'espoir. Au-delà de son règne proprement dit, l'héritage d'Henri IV influence durablement la France. Les institutions qu'il a renforcées, les réformes entreprises et les compromis établis jettent les bases d'un État plus cohérent, qui saura affronter les évolutions à venir. Son image demeure celle d'un roi pragmatique, capable de dépasser les clivages religieux et sociaux, dans une époque où ces divisions menaçaient de fragmenter le pays. Le souvenir de son action inspire la génération suivante et contribue à forger une identité nationale renouvelée. Ainsi, l'ère d'Henri IV s'inscrit dans une dynamique de pacification et de reconstruction. Elle permet à la France de se redresser après des années de désordre et de préparer son avenir avec plus de sérénité. Ce moment historique illustre le poids des décisions royales dans la stabilité d'un royaume et la manière dont un leadership éclairé peut façonner durablement le destin d'une puissance européenne. La réussite d'Henri IV ouvre alors la voie à la monarchie de droit divin qui dominera le paysage politique du XVIIe siècle. Dans cette continuité, le règne suivant poursuivra les efforts de consolidation engagés durant cette période. Les transformations initiées par Henri IV poseront les fondations sur lesquelles s'appuieront ses successeurs. Le temps des guerres civiles laisse place à une époque de renouvellement institutionnel et culturel, offrant un cadre plus propice au développement de la société française. Dès lors, le paysage politique européen observe avec attention cette évolution qui préfigure des changements majeurs, marquant une étape essentielle dans l'histoire du continent. Louis XIV et l'absolutisme royal. Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, incarne l'apogée de l'absolutisme royal en Europe. Son règne, qui a duré plus de 70 ans, a profondément marqué l'histoire politique et culturelle non seulement de la France, mais aussi du continent tout entier. Né en 1634, il est monté sur le trône à l'âge de 4 ans, mais c'est à partir de 1661, lors de la mort de son directeur de gouvernement, Mazarin, qu'il commence à exercer un pouvoir personnel sans précédent. L'une des caractéristiques majeures de son règne est la centralisation du pouvoir. Louis XIV affirmait que le roi est l'État même, incarnant la souveraineté suprême. Il a renforcé l'administration royale en réduisant l'autonomie des nobles et des provinces, et en instituant un système administratif structuré autour de ministres et intendants choisis pour leur loyauté et compétence. Ce procédé a permis de limiter les dissidences et d'unifier la gouvernance intérieure. Parallèlement à son contrôle administratif, Louis XIV a accordé une grande importance à la construction de son image royale. Il choisit Versailles comme résidence principale, transformant ce lieu en un symbole éclatant du pouvoir monarchique. Le château et ses jardins, conçus par des architectes et paysagistes renommés, illustraient la magnificence de sa souveraineté. À Versailles, la cour vivait selon des règles strictes et codifiées, consolidant ainsi la position sociale du roi
et réduisant l'influence indépendante des grands seigneurs. Dans le domaine militaire, le roi a poursuivi une politique d'expansion et de modernisation des forces armées. Les guerres menées sous son règne visaient à accroître la puissance française en Europe. Bien que coûteuses, ces campagnes ont permis à la France de conquérir de nouvelles régions et d'affirmer son rôle dominant sur la scène continentale. Louis XIV accordait aussi une grande attention à la discipline et à l'organisation de son armée, en alignement avec sa vision centralisatrice. Du point de vue culturel, le règne du roi Soleil fut une période de grandeur. Il soutenait activement les arts, favorisant la création musicale, théâtrale et architecturale. Figures comme Molière, Lully ou Racine ont prospéré sous son patronage, tandis que l'Académie française, instituée au siècle précédent, consolidait son rôle dans la normalisation de la langue et des lettres. Louis XIV voyait dans les arts un moyen de glorifier son règne et d'établir une culture nationale forte et cohérente. La politique religieuse fut également un aspect central de son règne. Il poursuivit l'unification du royaume sous la foi catholique en révoquant l'édit de Nantes en 1685. Cette décision entraîna la persécution des protestants et un exode massif des fidèles, ce qui eut un impact significatif sur la démographie et l'économie du pays. Ce choix reflète sa volonté d'instaurer un ordre religieux strict, conforme à son idéal d'un État homogène et puissant. Les réformes financières entreprises au cours de son règne furent déterminantes, même si elles rencontrèrent souvent des difficultés. Le développement d'une fiscalité centralisée et l'enrichissement des caisses royales par la création d'institutions comme la Ferme Générale renforcèrent la capacité du gouvernement à financer ses projets. Cependant, la lourdeur de l'impôt suscita des mécontentements, notamment parmi les classes populaires et la noblesse non impliquée dans la gestion de l'État. Dans le domaine de la diplomatie, Louis XIV chercha à établir des alliances en fonction de ses intérêts stratégiques, parfois en contradiction avec ses alliances antérieures. La diplomatie à court et long terme joua un rôle essentiel dans la construction d'un réseau d'influence que la France souhaitait dominer. La politique extérieure fut marquée par des traités, des guerres et des négociations habiles qui modifièrent régulièrement les équilibres européens. L'influence du roi Soleil dépasse son époque, car son modèle de monarchie absolue inspira des souverains dans différents pays. Sa vision d'un pouvoir fort et centralisé, ainsi que la manière dont il utilisa la culture et la religion pour asseoir son autorité, furent des éléments clés dans l'organisation politique de l'Europe moderne. Son règne ouvre une période où la figure royale est élevée au-dessus de tout compromis, incarnation de la nation et de son destin. L'ensemble de ce portrait offre une compréhension plus précise du rôle que Louis XIV a joué dans l'histoire. Il illustre la complexité du pouvoir royal, en période de transition entre l'Ancien Régime et les évolutions qui conduiront plus tard à des changements profonds en France et au-delà. Sa longévité au pouvoir lui permit de laisser une empreinte durable, parfois contradictoire, entre grandeur et autoritarisme. Au fil de cette présentation, il devient évident que Louis XIV fut un acteur majeur dont les décisions façonnèrent durablement la politique, la culture et la société européenne. Les traces de son règne se lisent encore aujourd'hui dans l'organisation politique de nombreux États et dans le patrimoine culturel mondial. Cette réflexion introductive laisse place à une analyse plus précise d'autres figures influentes qui, à leur manière, ont structuré l'histoire européenne. Les monarques britanniques et l'évolution du parlementarisme. Les relations entre la monarchie britannique et le Parlement ont connu une évolution complexe et profonde depuis la guerre civile anglaise au XVIIe siècle jusqu'au long règne de la reine Victoria au XIXe siècle. Cette période marque la transformation progressive de la monarchie absolue vers un régime constitutionnel où le pouvoir royal est limité par la loi et partagé avec des institutions représentatives. La guerre civile, commencée en 1642, illustre ce moment crucial où le roi Charles Ier, convaincu de son droit divin, entra en conflit direct avec le Parlement, déclenchant une crise politique majeure. Les tensions découlèrent notamment des questions fiscales et religieuses, reflétant des désaccords profonds sur la gouvernance et le rôle du monarque dans la société. La victoire des forces parlementaires, commandée par Oliver Cromwell, conduisit à l'exécution de Charles Ier en 1649, un événement sans précédent qui élimina temporairement la monarchie et instaura un régime républicain appelé le Commonwealth. Ce gouvernement, bien que bref, posa les bases d'une réflexion nouvelle sur la souveraineté
et les droits du Parlement face au pouvoir monarchique. Cependant, en 1670, la restauration monarchique fit revenir Charles II sur le trône, marquant un compromis entre la monarchie et un Parlement désormais plus conscient de sa puissance et de ses prérogatives. Cette période dite de la Restauration voit néanmoins l'affirmation progressive du parlementarisme, notamment sous l'impulsion des Whigs qui prônaient la suprématie du Parlement. L'adoption de la Déclaration des droits en 1689 fut une étape décisive dans l'histoire constitutionnelle britannique. Par ce document, le Parlement limitait les droits du monarque tout en protégeant les libertés individuelles des sujets. La Glorieuse Révolution, sans effusion de sang majeur, consacra l'idée que le pouvoir politique devait être exercé dans le respect des institutions parlementaires et de la loi, posant ainsi les fondements d'une monarchie constitutionnelle. Par ailleurs, cette période vit aussi l'affirmation du cabinet ministériel comme véritable centre de décision politique, réduit désormais au rôle de conseiller du souverain, mais responsable devant le Parlement. Sous le règne de Georges Ier, venu d'Allemagne en 1701, la langue française demeurait la langue de la cour et de la diplomatie. Mais le rôle du monarque s'affaiblit au profit d'un Premier ministre et d'un gouvernement de plus en plus puissant. Cet affaiblissement progressif du pouvoir royal s'accompagna également d'une réforme électorale élargissant la représentation au sein de la Chambre des communes, bien que le suffrage universel restât encore loin d'être acquis. Les débats parlementaires prirent alors une figure de plus en plus professionnelle avec l'apparition des partis politiques structurés. Le XVIIIe siècle fut aussi marqué par des tensions internes et des crises, notamment la Révolution américaine, qui secoua la monarchie britannique en questionnant le droit de taxation sans représentation et entraîna la perte des colonies américaines. Cette expérience renforce néanmoins la conviction que la monarchie doit fonctionner en partenariat avec le Parlement pour assurer la stabilité et la cohésion de l'État. Vers la fin du siècle, les réformes touchèrent également le domaine économique et administratif, plaçant la Grande-Bretagne comme une puissance mondiale émergente avec des institutions politiques solides. Le règne de la reine Victoria, qui débuta en 1847, symbolise l'apogée de cette monarchie constitutionnelle. Son long règne connu pour sa stabilité politique coïncide avec le développement industriel, social et culturel du pays. Durant cette période, le pouvoir effectif du monarque continua de se réduire, la souveraineté appartenant dorénavant au Parlement élu. La reine Victoria joua un rôle cérémoniel important, incarnant l'unité nationale et la continuité historique sans interférer directement dans les affaires gouvernementales, laissant cette charge aux ministres responsables devant la Chambre des Communes. L'évolution des institutions parlementaires se traduisit aussi par une extension progressive du droit de vote avec plusieurs lois réformistes. Le système parlementaire britannique se renforça par la création d'un équilibre entre la Chambre des Lords, composée de pairs héréditaires et de membres nommés, et la Chambre des communes, qui devenait le véritable foyer du pouvoir législatif et exécutif. Ce modèle britannique servit ensuite de référence pour nombre de démocraties à travers le monde, illustrant la réussite d'un compromis entre tradition monarchique et gouvernance démocratique. Au fil du temps, la séparation des pouvoirs se clarifia avec précision, le roi ou la reine assumant un rôle symbolique, tandis que la décision politique était prise par le Parlement et le gouvernement. La couronne perdait ainsi sa prééminence personnelle au profit d'un État moderne fondé sur des règles écrites et un contrôle parlementaire. Ce changement progressif fut possible grâce à des figures politiques telles que William Pitt le Jeune ou Benjamin Disraeli, qui œuvrèrent pour équilibrer pouvoir et moderniser l'administration britannique tout en respectant les traditions monarchiques. L'histoire de la monarchie britannique dans cette longue période révèle comment un système politique peut se transformer profondément tout en conservant une certaine continuité institutionnelle et symbolique. La coexistence entre la monarchie et le Parlement permit d'éviter les conflits violents rencontrés ailleurs en Europe et d'instaurer une stabilité politique remarquable. Les événements majeurs, des guerres civiles aux crises constitutionnelles en passant par les réformes électorales, ont façonné un régime parlementaire où la souveraineté populaire surpassait désormais celle du monarque. Ainsi, le passage d'une monarchie absolue vers une monarchie constitutionnelle au Royaume-Uni illustre un phénomène historique unique où le dialogue, les compromis et les évolutions légales ont permis de concilier le pouvoir royal
et la volonté populaire. Cette trajectoire politique a joué un rôle déterminant également dans le rayonnement culturel et diplomatique du pays, renforçant son influence face aux autres monarchies européennes. Les fondations posées à cette époque restent encore perceptibles dans le fonctionnement politique britannique contemporain. Commence alors un nouveau chapitre, où le rôle de la reine Victoria et des monarques suivants se conjugue avec les transformations sociales et économiques caractéristiques de l'ère industrielle. Le dialogue complexe entre tradition et modernité continue de définir le paysage politique européen. Catherine de Russie et l'expansion impériale Catherine II, connue sous le nom de Catherine la Grande, régna sur la Russie pendant une période cruciale du XVIIIe siècle. Son règne, qui débuta en 1762 et s'étendit sur plus de 30 ans, fut marqué par des réformes ambitieuses et une politique d'expansion territoriale qui renforcèrent considérablement la puissance impériale russe. Son influence se fit sentir bien au-delà des frontières du pays, façonnant l'évolution politique et culturelle de l'Europe de son temps. Fille d'un prince allemand, Catherine parvint à s'adapter à la complexité de la cour russe après son mariage avec Pierre III. Très rapidement, elle démontra une aptitude particulière pour la politique et l'administration. Son accession au pouvoir s'accompagna d'une attention particulière au développement interne de l'Empire, où elle favorisa la centralisation de l'autorité tout en cherchant à moderniser les institutions. L'un des aspects majeurs de son règne fut une série de réformes juridiques destinées à structurer et codifier la législation russe. Catherine souhaitait établir un système plus clair et rationnel, influencé par les idées des Lumières. Ses efforts pour promouvoir l'éducation et les arts contribuèrent également à moderniser la société russe, encourageant l'innovation intellectuelle tout en conservant des fondements traditionnels nécessaires à la stabilité. Sur le plan territorial, Catherine poursuivit une politique d'expansion rigoureuse et méthodique. 2 guerres contre l'Empire ottoman permirent à la Russie de s'étendre le long de la mer Noire. Ces victoires renforcèrent non seulement la position géostratégique de l'Empire, mais permirent aussi d'ouvrir de nouvelles voies commerciales et d'intégrer des zones riches en ressources naturelles. Cette expansion fut complétée par la partition progressive de la Pologne, qui effaça cet état du paysage politique européen pendant un temps. Catherine sut également instaurer des relations diplomatiques solides avec d'autres puissances européennes, utilisant la diplomatie comme un outil pour préserver et étendre l'influence russe. Son règne coïncida avec une période où les alliances changeaient fréquemment, mais son habileté politique lui permit de maintenir la position de la Russie comme une grande puissance incontournable. Sa correspondance avec plusieurs philosophes européens témoigne de son désir de dialoguer sur les idées nouvelles qui animaient la pensée politique. La modernisation russe, sous Catherine, se manifesta aussi dans le domaine administratif. Elle réorganisa les provinces, améliorant la gestion locale afin de renforcer l'efficacité de l'État. Des efforts furent faits pour mieux intégrer les populations diverses de l'Empire, tout en maintenant un contrôle centralisé. Ce équilibre délicat permit la consolidation d'un pouvoir impérial plus stable et cohérent. Au-delà de ces réalisations concrètes, Catherine la Grande incarna une figure incontournable pour la Russie et l'Europe. Son règne ouvrit la voie à l'âge d'or de l'Empire russe, posant les bases d'une puissance qui s'affirmerait au XIXe siècle. Sa capacité à concilier tradition et innovation reste un exemple notable dans l'histoire des gouvernements européens. Au fil des années, sa politique intérieure et extérieure créa un héritage durable qui suscita admiration et controverse. Catherine sut exploiter les circonstances pour renforcer le prestige de sa cour et de son pays, affirmant le rôle de la Russie sur la scène mondiale. Ses initiatives dans l'éducation, la culture et la législation eurent des répercussions profondes qui influencèrent le développement futur de la nation. En somme, le règne de Catherine II représente un tournant déterminant dans l'histoire européenne. Sa vision de l'Empire russe comme une puissance influente et moderne se traduisit par des actions concrètes et cohérentes, assurant une stabilité politique et une expansion territoriale remarquables. Son héritage illustre le rôle central que peuvent jouer les dirigeants éclairés dans l'évolution des États et des sociétés. Ces réflexions préparent à une analyse approfondie du contexte européen dans lequel Catherine évoluait, ainsi qu'à l'étude des autres souverains qui modelèrent le continent à la même époque. La période de sa domination ouvre un champ d'investigation riche en événements et en transformations politiques.
Napoléon Bonaparte et le nouvel empire européen. Napoléon Bonaparte est une figure centrale dans l'histoire européenne, dont l'ascension rapide au pouvoir a profondément modifié le paysage politique de son époque. Né en Corse à la fin du XVIIIe siècle, il s'imposa d'abord en tant que stratège militaire avant de s'emparer des rênes de la Première République française. Sa carrière fut marquée par une série d'opérations militaires brillantes qui lui valurent reconnaissance et influence, malgré des circonstances souvent adverses et un contexte politique instable en France. Son coup d'État du 18 Brumaire en 8 constitua un tournant décisif, lui permettant de concentrer le pouvoir exécutif entre ses mains. Il devint consul avant de se proclamer empereur en l'an 1804, instaurant ainsi le premier empire français. Cette période fut caractérisée par une volonté affirmée de réformer profondément les institutions françaises et d'étendre l'influence française à travers l'Europe. Napoléon visait à établir un ordre nouveau, fondé sur des principes juridiques et administratifs qu'il jugeait plus justes et plus efficaces que ceux hérités de l'Ancien Régime. L'une de ses plus grandes réalisations fut sans doute la création du Code civil, souvent appelé Code Napoléon. Promulgué en l'an 1804, ce recueil de lois codifiées posa les bases du droit civil moderne en France et influença durablement de nombreux systèmes judiciaires européens. Ce code réaffirma certains principes issus de la Révolution française, comme l'égalité devant la loi et la protection de la propriété privée, tout en organisant de manière claire le droit des contrats, du mariage et des successions. Cette réforme juridique apporta une cohérence nouvelle à un système légal auparavant disparate et inégalitaire. Parallèlement, Napoléon entreprit une refonte complète de l'administration publique. Il institua une organisation centralisée, avec des préfets nommés directement par lui pour diriger les départements. Cette structure permit une uniformisation des politiques locales et un contrôle plus strict des institutions. L'administration napoléonienne s'efforça également d'améliorer l'éducation et de promouvoir la méritocratie, illustrée par la création des lycées destinés à former une élite compétente. Ces écoles publiques encouragèrent l'apprentissage des sciences, des lettres et des arts, préparant ainsi les futurs cadres de l'État. Sur le plan international, l'expansion de l'empire napoléonien se traduisit par une série de conquêtes militaires qui redessinèrent la carte de l'Europe. Ses armées remportèrent des victoires décisives, notamment à Austerlitz en l'an 1805, qui renforcèrent sa position dominante sur le continent. Toutefois, ces succès furent entachés par des conflits prolongés et des alliances changeantes, notamment contre la Russie, la Grande-Bretagne et plusieurs États allemands. Le système continental, destiné à isoler commercialement l'Angleterre, fut un élément clé de sa stratégie visant à affaiblir son principal rival. Malgré ses ambitions, le règne de Napoléon fut aussi marqué par des revers importants. La campagne de Russie en 1813 s'avéra catastrophique, avec des pertes humaines et matérielles considérables. Cette défaite affaiblit sérieusement sa position, qui fut rapidement remise en cause par une coalition européenne décidée à renverser son empire. Après une série de batailles défavorables, il fut contraint d'abdiquer en l'an 1815 et d'être exilé sur l'île d'Elbe. Un bref retour au pouvoir suivi, appelé les 100 jours, déboucha sur la défaite finale à Waterloo. L'héritage de Napoléon dépasse de loin ses campagnes militaires. Les réformes qu'il introduisit dans les domaines du droit, de l'administration et de l'éducation ont laissé des traces durables. Son code civil resta la référence juridique dans plusieurs pays longtemps après sa chute. En outre, son modèle administratif centralisé inspira de nombreux États cherchant à moderniser leur propre organisation gouvernementale. Bien que son règne ait été contesté et souvent controversé, il demeure un exemple de construction d'État et de réformes institutionnelles intenses. Par ailleurs, la manière dont Napoléon sut mobiliser les ressources humaines et matérielles de la nation constitue une leçon importante sur la gestion des pouvoirs publics. Son sens de la discipline, combiné à une stratégie politique habile, permit de renforcer l'identité nationale française à une époque de tension extrême. Cette unification produisit un impact significatif sur la culture politique européenne, en favorisant l'émergence du concept moderne de souveraineté populaire et d'État-nation. En étudiant son parcours, on ne peut négliger les éléments de mythologie liés à sa figure. Napoléon est souvent perçu comme un héros ou un tyran, selon les perspectives.
Sa légende alimente débats et interprétations diverses dans l'historiographie. Pourtant, au-delà des jugements moraux, son influence pragmatique sur la structuration des États européens et sur les principes du droit moderne est incontestable. Son œuvre forgea un cadre dans lequel nombre de nations continuent d'évoluer. Enfin, le déclin de l'Empire napoléonien souligna les limites des ambitions expansionnistes dans un contexte géopolitique complexe. Les coalitions qui s'opposèrent à lui révélèrent les résistances profondes à une domination unilatérale en Europe. La restauration des monarchies à la suite de sa chute tenta de rétablir un équilibre pré-révolutionnaire. Mais les idées de réforme et les changements apportés par Napoléon restèrent vivaces. Ce phénomène illustre la continuité et le changement dans l'histoire européenne post-révolutionnaire. Ainsi, la période impériale napoléonienne offre une étude riche sur la transformation de l'Europe au passage entre l'ancien ordre et le monde moderne. Sa trajectoire, marquée par des succès impressionnants et des échecs retentissants, invite à considérer les dynamiques politiques, sociales et juridiques qui façonnèrent le XIXe siècle. Cette période incite à réfléchir sur les mécanismes du pouvoir et sur les processus de construction nationale, avant d'entrer dans l'analyse des figures majeures qui succédèrent à ce temps charnière. Les souverains du XIXe siècle face aux révolutions et aux changements sociaux. Au cours du XIXe siècle, les monarques européens furent confrontés à une série de bouleversements profonds qui remirent en question non seulement leur pouvoir, mais aussi le rôle même de la monarchie dans le tissu social et politique. Cette période fut marquée par une succession de révolutions, d'essors industriels et de transformations culturelles qui construisirent un contexte inédit pour les souverains habitués à des modes de gouvernement plus traditionnels. Comprendre les réponses de ces figures à ces défis éclaire les modalités par lesquelles la monarchie évolua face aux attentes changeantes de leur peuple. Les révolutions de 1789 et 1848 constituaient des précédents puissants. Leurs effets résonnèrent tout au long du siècle. En France, par exemple, Louis-Philippe Ier tenta d'instaurer une monarchie dite de Juillet, plus libérale mais conservatrice, qui devait naviguer entre les idéaux républicains et un désir de stabilité. Son règne refléta une prudence dans les réformes, cherchant à contenir les revendications populaires tout en maintenant un gouvernement monarchique. Malgré ses efforts, la pression populaire entraîna sa chute, illustrant la difficulté des souverains à garder le contrôle dans un climat agité. Simultanément, dans les empires plus vastes comme celui d'Autriche-Hongrie, François-Joseph Ier suggérait un empire multiculturel où les aspirations nationales grandissaient. Son règne long de 68 ans fut ponctué par des tentatives d'adaptation, notamment à travers le compromis austro-hongrois de 1877 qui accorda une autonomie partielle à la Hongrie. Cette concession visait à préserver l'intégrité impériale tout en répondant à certaines revendications. Cependant, la complexité ethnique et politique du territoire rendait la stabilité fragile. Les soulèvements et les tensions nationalistes restaient une menace constante pour la pérennité du trône. En Grande-Bretagne, la monarchie connut une autre trajectoire avec le règne de la reine Victoria, dont le long mandat fut associé à une période de stabilité relative et de développement économique. Alors que la révolution industrielle transformait le pays, le pouvoir monarchique s'adapta à une société de plus en plus démocratique. Le rôle de la souveraine devint plus symbolique, incarnant l'unité nationale tout en laissant le pouvoir politique aux mains du Parlement. Ce changement illustre une évolution vers une monarchie constitutionnelle, où le souverain joue un rôle représentatif, tout en restant une figure d'autorité morale. En Russie, les tsars firent face à des défis tout aussi intenses, mais avec des réponses souvent plus conservatrices. Alexandre II, surnommé le tsar libérateur, mit fin au servage en 1861, une mesure majeure visant à moderniser la société russe. Malgré cette réforme, les tensions sociales et politiques ne diminuèrent pas, donnant lieu à des mouvements révolutionnaires croissants. Son assassinat, en 1881, illustra la fragilité du pouvoir face à ces contestations. Son successeur, Alexandre III, choisit une politique de répression renforcée, reflétant un retour à l'autoritarisme face aux pressions modernes. Par ailleurs, l'Espagne, encore marquée par les guerres carlistes, tenta de stabiliser sa monarchie sous le règne d'Isabelle II.
Son règne fut marqué par une série d'instabilités politiques et de conflits internes liés aux luttes entre conservateurs et libéraux. La difficulté de trouver un équilibre permit la proclamation de la Première République espagnole en 1869. Toutefois, la monarchie fut restaurée par la suite, témoignant de l'ambivalence entre aspiration démocratique et tradition monarchique dans le paysage espagnol. Les évolutions du XIXe siècle passèrent aussi par des réformes institutionnelles majeures. Les constitutions adoptées dans plusieurs royaumes redéfinirent le rôle du souverain, souvent limité par des parlements ou assemblées élues. Ces textes témoignent d'une volonté d'intégration de la monarchie dans des systèmes plus participatifs, même si la réalité du pouvoir pouvait varier. Le compromis entre l'ancien régime et les nouvelles formes de gouvernance reflète les efforts des monarques pour conserver leur légitimité, dans une époque réclamant à la fois ordre et changement. Sur le plan économique et social, l'industrialisation transforma profondément les sociétés européennes. L'urbanisation rapide, l'émergence de nouvelles classes sociales et l'essor du capitalisme modifièrent les relations entre le pouvoir et les citoyens. Beaucoup de monarchies durent prendre en compte ces réalités nouvelles dans leur politique. Par exemple, les législations sociales, bien que limitées, commencèrent à apparaître, indiquant une reconnaissance progressive des droits des travailleurs et des conditions de vie. Ces mesures, cependant, restèrent souvent insuffisantes face aux revendications populaires croissantes. La question des nationalismes fut un enjeu central pour plusieurs souverains, notamment dans les empires à composantes multiples. La montée des identités nationales en Europe centrale et orientale, menaçant l'unité de ces États, imposait une gestion délicate. Certains choix politiques, comme l'octroi d'autonomie ou l'accentuation des politiques d'assimilation, eurent des résultats contrastés. La permanence des tensions ethniques tout au long du siècle attesta des limites des solutions envisagées par les monarques pour maintenir la cohésion de leurs empires. Ainsi, la monarchie au XIXe siècle se caractérisa par une adaptation constante à un monde en mutation. Les souverains durent concilier leurs prérogatives traditionnelles avec les défis politiques, sociaux et économiques d'une époque marquée par le changement accéléré. Loin de disparaître, la monarchie évolua vers des formes plus constitutionnelles, symboliques ou autoritaires selon les contextes. Cette flexibilité expliqua en partie la longévité de certains régimes monarchiques malgré les pressions révolutionnaires. En conclusion, les réponses des souverains européens aux révolutions et aux transformations sociales du XIXe siècle témoignent d'un équilibre fragile entre tradition et modernité. Leurs actions, souvent pragmatiques, oscillèrent entre réforme et conservatisme, suivant les particularités de chaque État et les attentes de leurs citoyens. Ce siècle posa ainsi les bases des monarchies contemporaines et dessina les contours d'un paysage politique renouvelé, fertile pour les développements futurs. Cette dynamique ouvre la porte à l'exploration des bouleversements majeurs qui marquèrent la fin du siècle et la transition vers le XXe, où les monarchies durent affronter de nouveaux défis encore plus complexes. Monarchie contemporaine et héritage historique. Les monarchies contemporaines en Europe présentent une singularité fascinante dans le paysage politique mondial. Malgré les transformations profondes et les révolutions qui ont marqué le continent, plusieurs royaumes subsistent aujourd'hui, incarnant à la fois une continuité historique et un rôle symbolique spécifique. Ces monarchies, qu'elles soient constitutionnelles ou parlementaires, ne détiennent plus le pouvoir absolu de leurs prédécesseurs, mais elles demeurent un élément central dans la construction identitaire de leur nation. Le Royaume-Uni incarne sans doute la figure la plus emblématique de cette persistance monarchique. Depuis le règne d'Élisabeth II, qui fut l'un des monarques les plus durables de l'histoire britannique, la couronne est devenue un symbole de stabilité au milieu des transformations sociopolitiques majeures. Le rôle de la reine, bien que principalement cérémonial, engagea souvent la nation tout entière dans une forme de continuité avec le passé, reliant les événements présents au siècle d'histoire royale façonné par des figures telles que Guillaume Seymour, conquérant ou Élisabeth I. Au-delà du Royaume-Uni, la monarchie suédoise possède une fonction similaire, bien que son histoire soit marquée par des interruptions et des évolutions significatives. Gustav Vasa, au XVIe siècle, fut un pivot décisif dans la fondation d'un État suédois fort et indépendant, rompant avec la domination danoise et jetant les bases d'une monarchie qui perdure encore. Aujourd'hui, sa fonction est essentiellement représentative, mais elle reste imprégnée de la culture nationale
et d'un héritage historique qui rappelle l'importance d'une autorité apaisante dans un gouvernement démocratique. La monarchie espagnole offre un autre exemple complexe de l'interaction entre passé royal et modernité politique. Issue de traditions anciennes, remontant au royaume de Castille et d'Aragon, cette institution fut profondément bouleversée par les guerres civiles du XIXe siècle et le régime franquiste. La restauration de la monarchie, en 1977, sous le règne de Juan Carlos Ier, est souvent perçue comme une clé majeure dans la transition vers la démocratie espagnole. Juan Carlos joua un rôle crucial en arrêtant une tentative de coup d'État en 1981, consolidant ainsi la légitimité et le rôle apaisant du monarque dans le système parlementaire. En Norvège, la dynastie des Bernadotte, issue de la monarchie suédoise, continue une tradition qui remonte au XIXe siècle. La relation entre cette monarchie et la construction de l'État norvégien indépendant en 1894 est un exemple de la manière dont les figures royales peuvent incarner l'autorité nationale même dans des cadres constitutionnels stricts. Le roi, tout en étant un acteur très discret et respectueux des institutions démocratiques, conserve une fonction de rassembleur symbolique, notamment lors des événements nationaux et en situation de crise. D'autres monarchies, comme celle des Pays-Bas, du Danemark et de Belgique, illustrent également cette adaptation à des contextes politiques modernes, tout en conservant une forte empreinte historique. La maison d'Orange-Nassau aux Pays-Bas, par exemple, joue un rôle clé dans la mémoire collective nationale en rappelant les luttes d'indépendance du XVIIe siècle contre la domination espagnole. Cette mémoire historique se manifeste chaque année lors de la fête nationale, qui célèbre non seulement la monarchie, mais aussi l'identité nationale et la continuité démocratique. La monarchie danoise, l'une des plus anciennes d'Europe, trouve son origine au Xe siècle et a traversé de nombreuses phases de transformation. Le rôle actuel du monarque danois, bien qu'essentiellement formel et protocolaire, est néanmoins inclus dans le cadre constitutionnel et culturel du pays. L'importance de la famille royale dans la société danoise s'exprime notamment par sa présence constante lors d'événements publics et dans les symboles nationaux. Néanmoins, elle demeure soumise au processus démocratique et à la législation. Parlementaire. L'héritage de ces monarchies modernes est fortement lié à la construction de l'Europe contemporaine. Leurs souverains ont souvent agi comme des stabilisateurs dans des périodes de conflit ou de rénovation étatique. Par exemple, le rôle joué par l'empereur François-Joseph en Autriche-Hongrie illustre les défis d'une monarchie multiethnique à l'ère de la montée des nationalismes au XIXe siècle. Bien que cette monarchie ait été abolie après la Première Guerre mondiale, elle a profondément influencé la géopolitique de l'Europe centrale et orientale et les structures sociales de cette région. Au travers des siècles, nombre de ces souverains ont été confrontés à des dilemmes complexes entre le maintien de leur autorité et l'intégration au modèle démocratique émergent. La transition des monarchies absolues vers des monarchies constitutionnelles s'est souvent accompagnée d'une réévaluation de leur rôle politique et symbolique. Certains, comme Napoléon Ier, bien que n'étant pas un monarque traditionnel européen, exercèrent une influence majeure sur la reconfiguration du continent au début du XIXe siècle, redessinant les frontières et les institutions. Même après son exil, les traditions monarchiques ont également fortement influencé les constructions culturelles et légales des nations européennes. Le droit divin des rois, idée centrale durant plusieurs siècles, a progressivement été supplanté par des notions de souveraineté populaire, tout en laissant une empreinte durable sur les conceptions de l'État et de l'autorité. Les serments royaux, les cérémonies de couronnement, ainsi que les symboles liés à la royauté comme les sceptres et les couronnes, continuent à représenter des vecteurs de mémoire historique, contribuant à cimenter la légitimité et la continuité dans un monde en constant changement. La symbolique des monarchies se manifeste également dans les arts et les lettres. Nombreux sont les peintres, écrivains et compositeurs qui célébrèrent ou critiquèrent ces figures de pouvoir, participant ainsi à la création d'un imaginaire collectif européen. Ces représentations contribuent à la fois à la préservation de l'histoire et à la réflexion sur les pouvoirs politiques, posant des questions sur la nature du leadership, de la loyauté et du devoir envers la nation. Plus récemment, les monarchies européennes ont dû s'adapter aux exigences d'une société globalisée,
au regard critique de l'opinion publique et aux évolutions sociétales profondes. Leurs institutions symboliques servent souvent de pont entre passé et présent, tout en étant scrutées sous l'angle de la transparence, de la modernisation et parfois même de la contestation. Pourtant, dans la grande majorité des cas, ces monarchies persévèrent comme des éléments de cohésion, incarnant une histoire commune et une mémoire partagée. La coexistence actuelle de monarchie et de république en Europe atteste d'une diversité politique remarquable. Elle souligne que la forme du gouvernement ne se résume pas à une opposition binaire, mais peut prendre des nuances multiples en fonction des contextes historiques, culturels et sociaux. Cette diversité enrichit le débat sur la démocratie, la représentation et l'identification nationale. Elle rappelle aussi que les modèles politiques sont le fruit d'un long processus historique, dont la compréhension est essentielle pour appréhender l'Europe contemporaine. En somme, les monarchies d'Europe aujourd'hui, loin d'être de simples reliques du passé, continuent à jouer un rôle dans la vie politique et culturelle des pays dans lesquels elles existent. Leur héritage est perceptible dans les institutions, les traditions et les symboles qui participent à la définition de l'identité nationale. Leur présence incarne une continuité historique qui, malgré les bouleversements, maintient vivante la mémoire d'un continent façonné par des figures souveraines souvent complexes et multiformes. Ce regard sur les monarchies contemporaines permet également d'envisager l'importance de leur héritage dans la construction européenne. Les souverains et les dynasties ont souvent dû naviguer entre des intérêts nationaux parfois conflictuels pour contribuer à la paix et à la coopération continentale. Ainsi, leur action dépasse le simple cadre de leur pays pour impacter plus largement la trajectoire politique de l'Europe. En ce sens, l'étude des monarchies éclaire les racines profondes sur lesquelles repose l'Europe moderne, avec ses institutions soudées par la volonté de surmonter les divisions historiques. À mesure que ces monarchies évoluent, elles sont appelées à trouver un équilibre entre tradition et innovation. Leur rôle est en constante redéfinition au sein de sociétés en mutation accélérée. Comprendre ce processus invite à une réflexion plus large sur le rôle des symboles historiques et des formes anciennes de pouvoir dans nos démocraties actuelles. Cela invite aussi à apprécier la richesse des héritages politiques qui, tout en étant parfois contestés, demeurent un socle de la culture politique européenne. Ainsi s'achève cette exploration des monarchies contemporaines et de leur héritage historique. Cette analyse ouvre la voie à une compréhension plus profonde des mécanismes politiques européens et de leurs racines nobles. Le prochain volet poursuivra cette réflexion en examinant les institutions européennes modernes, leurs origines et leur influence sur la gouvernance du continent, permettant d'appréhender l'Europe d'aujourd'hui dans toute sa complexité, institutionnelle et historique.